Je vous invite donc à accueillir chaleureusement le gouverneur de la Banque du Canada, M. Stephen S. Poloz. Un gros merci, merci bien. Je vous remercie de votre invitation aujourd'hui. Je suis ravi d'être de retour parmi vous, même si, comme vous le savez sans doute, j'ai changé de job depuis la dernière fois. Tous deux sont représentants de la Banque ici au Québec. Ils travaillent à notre bureau régional à Montréal. Monsieur Méville Tremblay, hello. Ville dirige une équipe chargée de renforcer le lien solide entre la banque et les milieux financiers au Québec. Et M. Laurent Martin. Laurent supervise notamment l'enquête trimestrielle de la banque sur les perspectives des entreprises au Québec. Cela l'amène à rencontrer des entreprises de toutes les régions de la province. Les entreprises de votre région ont passé une période très difficile après la crise, tout comme beaucoup d'autres firmes au Canada. Les choses se sont améliorées depuis, mais notre économie n'est toujours pas revenue à la normale. C'est pourquoi je suis heureux de vous rencontrer. Ça me permet de mieux comprendre votre situation et de vous faire part de mes réflexions. En tant qu'entrepreneur, vous savez certainement que le commerce international ne s'est rétabli qu'en partie. L'économie mondiale subit encore les retombées de la crise. Pour les exportateurs, évidemment, le problème était aggravé par la vigueur relative de notre dollar. Même s'il est redescendu ces derniers mois, le yuan dépasse de toujours de 40% environ son niveau du début des années 2000. Now, many people may be wondering why the Bank of Canada did not do more to limit the appreciation of the loonie or to weaken it after it rose. After all, we've said time and time again that stronger exports are needed to bring our economy home. So in my remarks today, I'll do my best to answer that question. Si j'arrive, vous allez comprendre pourquoi manipuler les taux de change est une mauvaise idée. Je commencerai par mettre les choses en contexte, c'est-à-dire que j'expliquerai le rôle du taux de change dans le régime de ciblage de l'inflation à la banque. Enfin, je vais vous dire ce qui est nécessaire, selon nous, pour aider notre économie à revenir à la normale. Autrement dit, à retourner à une croissance équilibrée et durable. La Banque du Canada a pour mandat de favoriser la prospérité économique et financière du pays. Pour ce faire, nous visons une cible d'inflation mesurée par l'IPC. La politique monétaire que nous menons a pour but de maintenir l'inflation à 2%, soit le point médian d'une fourchette qui va 1 à 3%. Un taux d'inflation bas et stable est bon pour les entreprises et les consommateurs. Les parents peuvent épargner en vue de financer les études de leurs enfants ou leur propre retraite, sans craindre que l'inflation n'efface la valeur de leurs économies. Et les entreprises peuvent formuler leur projet d'expansion en se fondant sur des prévisions raisonnables de l'effet qu'aura l'inflation sur les sommes qu'ils devront consacrer aux salaires et aux investissements. Canada's flexible exchange rate is an essential element of this monetary policy framework, as it helps us ride the tides of the global economy.
Now, you all know our economy is open to the rest of the world. It must be, for we depend on sales to other countries to support our standard of living. We have a diversified export sector, but we tend more on exports of resources than most other advanced economies. And for that reason, our currency tends to move with commodity prices, which in turn move with rising or falling global demand. Indeed, we benefit from having a currency that rides the rising and falling tides of the global economy. It acts as a buffer. When the world economy is strong, commodity prices rise, and our currency tends to float up to facilitate the adjustment of our economy. Similarly, when the world economy is weak, commodity prices fall, and our currency tends to float down. So it is like a floating breakwater across a harbor. My goodness. Well, technical problem. Don't know why that happened. Here comes my lifesaver. Joe Vardy, ladies and gentlemen. As I was saying, it is like a floating breakwater across the mouth of a harbor that rises and falls with the tides, but absorbs the waves to help keep the water in the harbor nice and calm. Without a freely floating currency, prices, wages, and unemployment could fluctuate markedly, and that would create havoc for people and for businesses. A flexible exchange rate is essential for us to be able to pursue an independent monetary policy in the interests of Canada. Permettez-moi d'illustrer mes propos à l'aide d'un scénario hypothétique. En 2002, le dollar canadien valait environ 65 cents américains. Au début de 2008, il était proche de la parité. Le coût mondial du pétrole se situait autour de 25 $ le baril en 2002. Mais au début de 2008, il était passé largement les 100 $. On pourrait difficilement imaginer que le dollar canadien se maintient aux alentours de 65 cents, étant donné cette hausse des prix du pétrole. Comme je l'ai mentionné dans le passé, il existe un lien lâche, mais prévisible, entre les prix du pétrole et notre monnaie. Un peu comme un chien et son maître, quand ils sont reliés par un laisse qui s'étire et se relâche, se rétracte. Mais supposons que nous ayons essayé d'empêcher le dollar canadien de s'apprécier une fois qu'il avait atteint environ 85 cents en 2005. Le moyen le plus évident de faire ça aurait été pour la banque d'abaisser les taux d'intérêt. Compte tenu de la pression à la hausse exercée sur le dollar par l'augmentation des prix du pétrole, il aurait fallu probablement ramener les taux d'intérêt de 4% à près de zéro en 2005. Comme on peut s'y attendre, l'économie aurait alors été stimulée par deux facteurs: les prix plus élevés du pétrole et les taux d'intérêt extrêmement bas. Tous deux auraient fait augmenter les emprunts et les dépenses. Et la combinaison de ces éléments aurait provoqué un surchauffe de notre économie de 2006 à 2008. Et l'inflation aurait commencé à dépasser notre cible. En 2008, elle aurait été proche de 4%. Entre parenthèses, rappelons ce qui s'est vraiment passé en 2008. C'était la crise financière mondiale. Même s'il est délicat d'introduire une parcelle de réalité dans un scénario hypothétique, notons que nos taux d'intérêt avaient été proches de zéro à ce moment-là. Il est clair que nous n'aurions pas eu de marge de manœuvre durant la crise. Mais mettons de côté cette complication et allons jusqu'au bout de notre scénario hypothétique. En 2008,
l'inflation aurait approché 4% et continué de grimper. Les coûts de production de vos entreprises auraient augmenté à un rythme de 4% ou plus. Et la compétitivité de nos exportations se serait érodée progressivement, malgré le maintien du taux de change à 85,5. Mais l'histoire ne se serait pas arrêtée là. Sa crédibilité anti-inflationniste de plus en plus menacée, la banque aurait été obligée d'intervenir. Elle aurait abandonné notre hypothétique tentative de contrôler la valeur du yuan et elle aurait relevé sensiblement les taux d'intérêt afin de ralentir la croissance excessive de l'économie. Le chômage se serait accru et l'inflation aurait fini par redescendre à notre cible. Le taux de change aurait alors dû trouver son propre niveau. La banque ne peut pas en même temps poursuivre la cible d'inflation et stabiliser le taux de change. Bien que ce scénario soit hypothétique, il est éclairé par des analyses rigoureuses. Notre tentative de maintenir le dollar à un niveau constant se serait traduite par des fluctuations plus marquées du chômage, de la production et l'inflation. Au bout de compte, elle ne nous aurait pas aidé à maintenir notre compétitivité sur le plan international. De plus, au moment d'agir face à la crise, nous aurions eu moins de crédibilité en matière de politique monétaire. Bref, en ciblant le taux de change, nous aurions perdu notre capacité de mener une politique monétaire indépendante dans l'intérêt du Canada. So let me repeat that. Attempting to control the exchange rate would mean giving up our independent monetary policy. Now, none of this means that we are indifferent to exchange rate movements. In fact, we closely analyze the effects of exchange rate movements on the economy. Our aim, however, is not to achieve a specific value for the dollar. It's to achieve our inflation target. The best place for the exchange rate to be determined is in the markets. The markets trade the Canadian dollar toward a value consistent with the relative fundamentals of our economy and those of all of our trading partners. This trading happens around the clock. New information is instantly taken into account by a multitude of participants. The markets aren't perfect. They can overreact, or they can break down in times of stress. But overall, they are our best bet. Now, some have argued that the bank can have it both ways. It can use interest rates to pursue its inflation target, but independently intervene in the forex market to achieve a more desirable level for the dollar. Now, this means buying and selling Canadian dollars in exchange for US dollars in the open marketplace. But given the depth of the global market, the bank would need to undertake truly massive transactions to have even small effects on the exchange rate. And these effects would be very short-lived. And in the attempt, they would thwart the good work that markets do for us every day. The only time when such direct intervention might be practiced would be in the case of a market breakdown, in which case the bank could offer to transact on either side until normal trading resumed. In short, an emergency situation where the market fails for some reason. D'autres ont avancé que la banque pourrait donner les indications verbales au marché quant à la valeur du dollar. Ceci suppose que la banque comprend mieux que le marché les facteurs macroéconomiques fondamentaux qui influent sur le dollar. Cette thèse est très difficile à soutenir. Notre taux de change dépend d'une vaste gamme de déterminants intérieurs et extérieurs. Beaucoup d'entre eux échappent à l'influence de la banque.
Il vaut mieux que cette multitude de faits soit évaluée et débattue au sein du marché profond, plutôt qu'à l'aide d'un simple modèle statistique élaboré par la Banque centrale. Bref, je crois au marché. Les manipuler ou tenter de les orienter ne fait pas partie de notre plan de match. Ce que la Banque a fait et va continuer à faire, c'est d'être aussi clair que possible dans son évaluation des forces à l'œuvre dans l'économie et des principales sources d'incertitude et de risques. Parlons à présent du message de la Banque. Au lendemain de la crise financière, notre secteur des exportations s'est fortement contracté. Le secteur des ménages, en particulier l'investissement dans le logement, a pris la relève en raison des taux d'intérêt extrêmement bas. Toutefois, nous ne pouvons pas compter indéfiniment sur une croissance dopée par la politique monétaire pour maintenir notre niveau de vie. L'économie canadienne doit prendre un tournant majeur vers une croissance plus durable. Premièrement, les exportations, moteur naturel de la croissance économique au Canada, doivent se redresser de façon importante. Il y aura ensuite des dépenses d'investissement des entreprises plus fortes, qui seront accompagnées d'une progression plus marquée de l'emploi. Cette succession d'événements va contribuer à absorber les capacités excédentaires et ainsi à ramener l'inflation à notre cible de 2% de façon durable. En cours de route, on va observer une réduction graduelle des risques liés à la stabilité financière au pays, tels que les déséquilibres dans le secteur des ménages. Now, this is a natural sequence that we will monitor carefully. Its starting point and the most critical ingredient is a substantial recovery in exports. Now, where will that critical revival of exports come from? Well, energy exports are already leading the way. That, in fact, is the main source of natural growth in our economy today. New energy exports, new investment, new jobs. Furthermore, high oil prices are boosting incomes across the entire country, and that creates jobs too. But growth in energy exports alone cannot make up for the loss of exports we've experienced since the crisis. Non-energy exports also will contribute, but they've been very sluggish for several years, at least until very recently. After a weak start to the year, we've seen a surge in non-energy exports in the last few months. Now, about half of this rebound was weather-related, as exports were delayed during the winter. You remember the winter, right? Okay, but underneath those fluctuations, we're starting to see some early signs of recovery. The fact is, though, that the global economy remains a very uncertain place. And as forecasters, we're wary of the serial disappointment that it has delivered us in recent years. Europe is obviously the biggest question mark today. There are others. Nonetheless, the U.S. economy appears to be back on track and is now showing signs of higher investment spending. This is usually associated with stronger exports of Canadian machinery and equipment, packaging materials, industrial materials, business services. And many of these sectors are also sensitive to exchange rate fluctuations, so the lower dollar is providing an additional boost to these export sales. On peut certainement s'attendre à ce que nos prévisions se concrétisent ici même à Drummondville. Cette région du pays a toujours été tributaire des exportations. Les entreprises d'ici investissent pour diversifier leur gamme de produits et leur clientèle. Et elles se positionnent pour tirer parti de nouvelles occasions de croissance. La région produisait traditionnellement surtout du textile et du
mobilier. Maintenant, elle met l'accent sur la fabrication d'un large éventail de produits techniques à valeur ajoutée. Par exemple, des machines et du matériel, des matériaux de construction et d'emballage, et des produits de plastique et de caoutchouc. Certains des secteurs même qui devraient être les moteurs du redressement de nos exportations. Cela dit, d'autres secteurs d'exportation éprouvent des difficultés depuis bien avant la crise financière. Pour eux, le chemin de la restructuration est lent et ardu. Ainsi, il faudra peut-être beaucoup de temps avant de regagner une partie du terrain perdu. On peut aussi s'attendre à voir émerger de toutes nouvelles activités d'exportation menées par de nouvelles sociétés d'exportation. Je n'ai sûrement pas besoin de vous rappeler que beaucoup d'entreprises ont été rayées de la carte pendant la crise. Normalement, lorsque l'économie se remet à tourner à plein régime, l'ensemble des entreprises reprend la vigueur et de nouvelles firmes apparaissent sur les marchés d'exportation. Elles créent de nouveaux produits, de nouveaux services et surtout de nouveaux emplois. Malheureusement, la croissance de la population des entreprises a été très faible depuis 2008. Et selon les données préliminaires, cette population n'a pas progressé en 2013. Toutefois, comme les ingrédients sont en place, nous avons bon espoir que cette croissance va reprendre cette année et l'année prochaine. All things considered, then, we are cautiously optimistic about our exporting future. But it will take more than a few months to establish a trend, and then still longer for it to translate into more investment and hiring by companies. But it does look like the natural sequence that we've been hoping for is getting underway. So let me sum up. It's simply not possible to have a fulsome discussion of the outlook for Canada's inflation rate and our monetary policy without an understanding of the effects of the exchange rate is having on the economy. À la Banque du Canada, il est hors de question d'essayer de contrôler le yuan. Qu'on parle d'oiseaux ou de monnaie, un yuan qui flotte est beau à voir. Notre travail consiste à comprendre le contexte et à ajuster les taux d'intérêt à court terme dans le but d'atteindre notre cible d'inflation. Ce travail est déjà bien assez exigeant. C'est au marché de surveiller, au jour le jour, les données économiques et d'en déduire les implications pour les autres marchés financiers, y compris le taux de change. Ce travail aussi est difficile, mais ce n'est pas le nôtre. En réalité, la banque ne peut pas accomplir son travail comme il se doit à moins que le marché en fasse autant, et vice-versa. La banque a déployé beaucoup d'efforts pour améliorer la transparence des divers éléments de l'incertitude qui ont compliqué sa tâche. Et cette transparence accrue aide les marchés à mieux jouer leur rôle. Ce n'est pas juste la théorie. Dans les faits, tout cela aide aussi les gens d'affaires, comme vous, à bien faire leur travail. Je vous remercie beaucoup.